De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le 23 novembre 2018 et c'est parti pour De quoi je me mêle. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi, vous le savez, sur rmc.fr. En audio, la version vidéo sur 01net TV et sur YouTube. Au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure. À un mois des festivités de Noël, Pascal Petit-Pas sera là pour nous faire partager en fait ses coups de cœur high-tech de Noël, de l'audio, de la vidéo, des objets connectés. Vous verrez, cette liste est très alléchante. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez réagir au contenu de Quoi je mêle avec le hashtag DQJ, même sur Twitter. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Facebook. Bref, vous pouvez rester connecté avec nous tout au long de la semaine. Merci d'être là, comme chaque vendredi, et bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et c'est un club de la presse Haïti un peu particulier. Éric Le Bourleau est en vacances. Heureusement, il a répondu à mon appel. Emmanuel Torregano est là. Salut Emmanuel. Bonjour. Le fondateur d'ElectronLibre.info, un site que je vous invite à consulter. C'est un site certes payant, mais qui vous propose énormément d'actu liées à l'économie, au numérique, aux médias aussi. Voilà, c'est un peu B2B, mais on y apprend énormément de choses. Et Emmanuel a quand même une culture tech, vous le savez, qui n'est pas anodine. Hein. Vous vous en rendez compte de temps en temps quand il est avec nous. Et aujourd'hui, on va parler d'un certain Elon Musk avec deux... Finalement, bon voilà, il est au cœur des deux actus qu'on va vous raconter aujourd'hui. On va parler de Tesla, mais aussi d'Hyperloop. Vous savez que c'est... Bon, alors, au-delà de SpaceX, au-delà de son projet d'aller sur Mars, voilà, Elon Musk, on peut peut-être en dire un mot, est un mec génialement fou, un truc comme ça, non? Ah oui, d'ailleurs... Comment tu le considères, tiens, Elon Musk? Alors pour beaucoup, c'était l'héritier des plus grands inventeurs, en effet, de la Silicon Valley, voire même de l'histoire des États-Unis, qui est une espèce comme ça de... oui, à côté, Steve Jobs, c'est du pipi de chat, finalement. De Edison, vous voyez, de Tesla. Steve Jobs, à côté, c'est la rigolade. Et puis, alors non, il y a quand même l'idée, même à une époque, qui avait fleuri un peu dans les discussions, qui était de se dire, mais finalement, est-ce que ça ne serait pas à Elon de reprendre la place de Steve Jobs, hein, on va les tutoyer. Et donc, il y avait une espèce comme ça de lien entre, depuis Edison, Tesla. D'ailleurs, il s'est appelé Tesla à cause de ça, évidemment. Et puis, ça passait peut-être un peu par, en effet, par Steve Jobs. Et puis, maintenant, Elon Musk. Alors, l'histoire, quand même, pour lui, c'est qu'il a, et ça se démontre régulièrement, il a quand même le portrait d'un dingue. Mais oui, il faut dire les choses. Non, mais est-ce que pour pas créer tout ça, il faut pas être dingue quand même? Alors, à vouloir aller sur Mars, imaginer une fusée qui ne s'explose pas quand elle dépose un satellite et qu'elle se réatterrit. Hyperloop, qui est un moyen de transport qui va à plus de 1000 km/h. Casser le modèle économique du véhicule en lançant l'électrique. Tout le monde, en effet. Il faut être dingue pour avoir. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Rien ne se fait sans grande passion, comme disait Nietzsche. Et donc, on serait exactement là-dedans avec Elon. Et c'est vrai que quand il a voulu lancer SpaceX au départ, tout le monde s'est moqué de lui. On le sait bien. On s'est moqué de lui en se disant mais on n'y arrivera jamais. Et puis quel intérêt économique. D'ailleurs, sur l'intérêt économique, c'est pas encore complètement tranché. Mais en tout cas, il a réussi à envoyer une fusée qui est capable de porter une charge utile, un satellite, ou des choses comme ça, et qui réatterrit sur. Et alors, c'est là où c'était même devenu de plus en plus dingue, sur des plateformes qui sont en mer. Oui, c'est ça. Donc là, on était vraiment dans la science-fiction et il a réussi. Bon, après, il a quand même des côtés un peu, par exemple, la photo de la Tesla, du Spider dans l'espace, sert vraiment à rien. Oui, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. C'est pas particulièrement novateur. Son lance-flamme qu'il avait lancé, je sais pas si tu avais vu ce truc-là. Il a eu des idées comme ça. Il a des idées un peu bizarres quand même. Et surtout, c'est là où c'est vraiment un dingue, c'est qu'il a une communication en tant que chef d'entreprise, notamment sur les réseaux sociaux. Suivez-le sur Twitter, c'est absolument passionnant, qui brise absolument tous les codes. Il va même jusqu'à un moment ouvrir d'une certaine manière ses pensées les plus intimes sur sa société sur Twitter. Ce qui évidemment met un peu tout le monde dans l'embarras. Et d'ailleurs, il a perdu son job de président, on va dire le titre de président, parce qu'en réalité, il est toujours derrière, évidemment, chez Tesla. Oui, il s'est fait punir par la SEC, les autorités américaines de la bourse, qui lui ont dit mais vous n'avez pas le droit de lancer des rumeurs pareilles. Donc c'était sur Twitter, il avait dit qu'il voulait retirer la société du marché public, c'est-à-dire de la bourse. Parce qu'il avait des difficultés financières à l'époque. Alors, c'est plus compliqué que ça. Disons que beaucoup d'entreprises américaines ou de grands chefs d'entreprises américaines, Steve Jobs est passé par là également d'ailleurs, se posent toujours à un moment la question de se dire mais pourquoi tous les trimestres je subis les questions et les analyses de ces imbéciles des cabinets d'analyse. Ils se disent tous ça. Ils se disent tous, ces gens ne comprennent pas mon métier.
Steve Jobs, à une époque, c'était très connu, ne voulait pas donner d'argent, enfin de distribuer de dividendes sur les actions Apple parce qu'il considérait que la bourse, ils avaient qu'à se taire. Parce qu'il ne comprenait rien. Et là-dessus, il n'a pas totalement tort. Elon, c'est exactement pareil. Elon, il dit, mais vous ne comprenez rien à Tesla, parce que comme tu dis, c'est une réinvention complète du marché de l'automobile, mais complète de bout en bout. C'est-à-dire, le véhicule est totalement à part, mais la manière dont on le fera rouler sur les routes, le recharger, le réparer, le vendre même d'ailleurs, tout cela est totalement nouveau. Autonome, enfin voilà. Bon, tout cela est totalement nouveau. Ça se fait par des mises à jour. On n'a jamais fait de mise à jour sur des voitures. En fait, 405, elle n'était pas mise à jour. non. Hein, non. Ou alors, pour voyons. faire la mise à jour, il fallait la grosse valise et tout. Voilà, ou alors il fallait reprogrammer de manière très... Il fallait appeler des gens comme ça qui étaient des espèces de sorciers de la reprogrammation. Ils sont toujours d'ailleurs sorciers de la reprogrammation, si vous voulez reprogrammer votre moteur. Mais bon, donc c'était vraiment très, très particulier. Et lui, il est en train de totalement réinventer ça. Donc oui, c'est un dingue. Certainement pas doux dingue, d'ailleurs. C'est un dingue qui, visiblement, est assez colérique, d'après ce qu'on comprend. Et c'est quelqu'un d'assez sanguin. Oui, mais qui est à la lisière du burn-out, voilà, visiblement. Parce que... et qui prendrait des drogues, parce qu'il y a toute cette espèce de rumeur comme quoi, en effet, il fumerait beaucoup de marijuana. Enfin, vous avez lu ça certainement sur Internet également, à tel point d'ailleurs que, très officiellement, des gens se posent la question, notamment des actionnaires et tout ça, se posent la question de l'influence des psychotropes. Ce qu'on retrouve exactement chez Apple. Je rappelle que si vous lisez l'histoire d'Apple, on avait tout le début des années Apple, c'est en effet un grand campus d'échange de marijuana et de LSD. C'est ça la réalité. En face, vous aviez Bill Gates et Microsoft qui, lui, n'y touchaient surtout pas. Parce que c'était les gens du Nord, c'était des gens qui s'habillaient avec des manteaux chauds, c'était pas du tout pareil. Et donc là, on est chez Elon, on est sur le retour de l'ébouriffant. Voilà. Bon, alors, petit portrait d'Elon Musk qui, évidemment, est attendu au tournant avec sa Model 3, qui est, on va dire, il est plus qu'attendu, ça fait 2 ans. C'est ça, oui. très attendu, longuement attendu. Cette Model 3 qui est un véhicule assez étonnant parce que même si elle coûte aux alentours des $50 000, je crois, si on prend 2-3 options sympathiques, est beaucoup moins cher que les autres modèles de Tesla précédents qui, eux, parfois flirtent avec les $100 000 et qui va arriver... Bien plus, même la X est à 150 000 $. Enfin, voilà, c'est ça. Et qui va bientôt, donc cette Model 3, bientôt arriver en France avec 2 ans de retard. Il a connu une espèce de couac industriel, mais grandeur nature, voilà, pour fabriquer cette voiture. Dont on ne sait pas exactement précisément quelle est la nature, parce que est-ce qu'on peut appeler ça une impréparation ? C'est-à-dire que quand il présente la Tesla 3, il la présente et il dit elle est prête pour 2017, à peu près, je crois. Ouais. Et finalement, on est pratiquement en 2019 et il y en a eu de livrées aux États-Unis. La voiture est prête aux États-Unis, elle a été livrée en petite quantité, mais pratiquement rien en dehors des États-Unis. Donc ça fait en effet 2 ans pour les gens qui ont acheté. Alors en plus, c'est un peu particulier parce qu'elle a été proposée à $30 000 au tout début. Puis finalement, elle a augmenté. C'est-à-dire qu'en réalité, on a intégré des options qui n'étaient pas avant en disant bah non, tu es obligé de la prendre avec cette option. Donc elle est légèrement plus chère aujourd'hui qu'elle n'a été au moment de la commande. Donc avec un système de pré-réservation sur Internet qui était très particulier. On donnait $1 000, je crois. Voilà, c'est ça, on donnait $1 000, une espèce de. On donnait des arts et puis on avait le véhicule derrière. Mais c'est pour ça qu'ils ont augmenté le prix aussi derrière. Mais en même temps, si vous l'avez et qu'aujourd'hui vous la mettez sur un site d'occasion à vendre, faites-le, elle prend tout de suite de la valeur. C'est ça. C'est une des rares voitures qui se revend plus cher aujourd'hui. Il y en a peu, mais ça explique d'ailleurs. Et en France, elle devrait arriver premier trimestre, enfin de manière, on va dire officielle et peut-être en nombre, premier trimestre. Alors, à partir du premier trimestre en 2019. nombre, ça paraît peu probable parce que là, ils sont sur les derniers chiffres de production de la Tesla 3, c'est entre 14 et 15 000 par semaine, d'après ce que j'ai compris. Ça commence à monter en puissance, malgré tout. Oui, mais 14 à 15 000 par semaine, vous ne pouvez pas distribuer en nombre à l'international. C'est pas possible. Vous arrivez peut-être tout juste à alimenter les commandes du marché américain. Parce qu'on parle de ça, mais Tesla, c'est minuscule. Il faut bien se rendre compte que c'est pratiquement de l'artisanat automobile. Tout à fait. À côté de ça, des gens et qui sont pourtant sur les mêmes créneaux de prix, les BMW, Audi, Mercedes d'une certaine manière. Ils fabriquent des millions de voitures. Fabriquent des millions de voitures. Ils n'ont aucun problème pour lancer des modèles hybrides, voire entièrement électriques, comme le fait BMW ou Audi dernièrement. Ils n'ont absolument aucun souci pour... Je ne sais plus exactement quels sont les chiffres, mais BMW, ça doit vendre un petit peu moins de 10 millions de modèles par an, ce qui est considérable. On parle chez Tesla de 60 à 80 000 modèles environ. Donc on est vraiment très 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 bas. On est plus bas que des marques très haut de gamme comme Porsche, comme Jaguar et tout ça, qui sont déjà au-dessus.
bon, je veux dire, BMW, je ne sais pas quel âge, mais c'est une marque qui est bien installée, Bien qui est sûr. respectée, etc. Bien sûr, Tesla qu'il y est a un des nouvel usines, qu'il y a entrant, énormément- donc Oui, bien sûr, voilà, c'est ce qu'on disait et tout à déjà, l'heure. il c'est-à-dire bouleverse beaucoup puisqu'il l'industrie de il doit l'automobile. tout bouleverser, il Voilà. bouleverse même la façon de fabriquer la C'est clair. voiture. Ouais, ouais. Donc il faut qu'il construise des usines. Hein. Il l'a d'ailleurs très bien lui-même documenté sur Twitter, avec les photos et tout de l'usine, et comment on va fabriquer les Tesla 3. En Europe notamment En aussi. Europe, et Ouais. voilà. Et donc, il l'a fait. Et puis, il faut faire aussi les recharges. Il faut qu'il y en ait, même si la Tesla 3 est donnée pour être plus autonome, d'avoir une meilleure autonomie que la S, par exemple. Je ne sais pas très bien par rapport à la X, mais bon, bref, ça doit être un peu au-dessus quand même, puisqu'elle est donnée pour 700-800 km à peu près. Donc, quand même, 700-800 Je pense km. que c'est moins. Hein. Non, pense je crois que que c'est- c'est ah bon autour de 700 km. D'accord. Mais avec la rallonge branchée, non? Non, mais l'intérêt, c'est toujours la même chose. C'est comme votre ordinateur ou votre Ouais, tout iPhone. dépend, mais Si voilà. vous jouez à C'est Fortnite ça. tout de suite, ça dure quelques heures. Bon. Mais alors, juste, on va peut-être enchaîner sur l'actu et pourquoi on a envie de parler de tout ça. C'est que finalement, cette Model 3 n'est pas mal née, on ne peut pas dire ça, mais malgré tout, rencontre des problèmes techniques, ce qui est un peu normal. Hein. Tous les nouveaux véhicules ont, on va dire, leur vendredi, hein, en quelque sorte. Et visiblement, la Model 3 aurait un problème dès qu'il fait froid. Alors, c'est un peu c'est un peu le récurrent des voitures électriques chez Tesla, parce qu'il y avait déjà eu un peu la première chose, enfin des premiers événements de ce sens-là il y a un an. Ouais, les Tesla, un peu comme toutes les voitures électriques, comme votre smartphone, quand il fait froid, il n'aime pas ça. C'est un vrai problème. Et oui. Donc la Tesla 3, par exemple, là, ça se concrétise très précisément dans le système de poignée qui n'aime vraiment pas du tout le froid. Donc, Qui est un système assez innovant. Hein. Enfin voilà, c'est pas la poignée d'une Clio. ce qui est un peu la marque de fabrique Ouais. d'ailleurs de la Il y a Tesla. toujours puisque ce vous côté un aviez, peu James Bond, gadget. Voilà, dans la S, quand vous vous Ouais. approchiez, elle sortait ses poignées, donc il y avait tout un côté comme ça qui était assez drôle. Donc la Tesla 3, c'est pareil, il y a une poignée un peu nouvelle, ils ont un peu changé le système, Si on vous êtes voit les avec nous en vidéos, vidéo, d'ailleurs, on voilà. vient de le On voir. vient de le voir. Et, Et donc, donc, avec le froid, eh ben, ça marche pas. Et qu'est-ce qui se passe? On peut pas rentrer dans la voiture. Et voilà, on est un peu bloqué à l'extérieur de votre voiture. Puis la voiture ne répond pas non plus. Enfin, elle est, c'est pas parce qu'on peut les déclencher un peu de partout avec des applications, tout ça. Oui, mais comme c'est des voitures qui sont mises à jour régulièrement, finalement, c'est comme un bug qu'on aurait sous Windows, Alors, ou c'est plus compliqué ça a que l'air ça? plus compliqué que ça, hein, d'après ce que j'ai, d'après ce qu'ils disent. Alors, moi, j'ai pas vu exactement comment c'était précisément documenté, comment ils allaient résoudre. Ouais. Ils ont dit qu'ils allaient le résoudre. Bon, je comprends, mais si vous voulez, le froid, ça pose quand même un gros problème pour ces voitures au niveau de leur autonomie. Les batteries n'aiment pas le froid. Donc, qu'est-ce qu'ils ont prévu il y a un an? Ils ont prévu un système de préchauffage de la batterie. Mais vous le chauffez avec quoi, votre système de préchauffage? Avec la batterie. Forcément, Déjà, vous bien prenez sûr. un peu On prend de l'autonomie, l'énergie, ouais. c'est normal. Bien sûr. Mais on a plein d'autres cas dans ce sens-là. Par exemple, il y avait une autre chose, c'est quand même, vous mettez, comme tu l'as dit, entre 35 000, 50 000 dollars pour une voiture. Bah, à ce prix-là, sur les modèles en face en thermique, vous avez par exemple des sièges chauffants. Quand vous vous installez sur votre voiture, quand il fait très froid en Suède, bah là, c'est un peu la même chose. Si vous voulez mettre un siège chauffant sur une Tesla avant de démarrer, bah, c'est pareil, vous avez pris un peu d'autonomie sur Ou votre alors, il faut batterie. qu'elle soit chargée. Enfin, qu'elle soit branchée, en fait. Il faut qu'elle soit branchée, mais même à ce moment-là, quand vous partez, vous avez quand même énormément de choses qui Oui, bien s'installent sûr. Et autour de qui dépensent de qui l'énergie dépensent de et l'énergie, qui feront de clairement. l'autonomie en moins. Voilà. Forcément. Et vous ne pouvez pas la Ouais. laisser brancher tout le temps. Alors bon, chez soi, on peut la brancher, en effet. Et puis il y a les bornes et toutes ces choses-là. Mais il y a plein de moments, et c'est d'ailleurs ce qu'on ne pense pas avec une voiture thermique, parce qu'on n'a pas ce problème-là, mais avec la voiture électrique, il y a quand même à se penser la question, comme tu dis, à se poser la question systématiquement, de se dire, j'en suis où exactement? Oui, c'est-à-dire qu'on ne vend pas des Tesla qu'en Californie aujourd'hui. C'est ça le problème. Alors, moi, c'est ce que je me suis dit. Et Ça, oui, je me oui, suis c'est ça. dit, c'est quand même le rêve d'une voiture de Californien. Eh oui. C'est-à-dire qu'en effet, à Ou de San Côte Francisco, d'Azur. il fait entre 20 et 25 degrés toute l'année. Et voilà, c'est ça. Les batteries, il n'y a pas de Ouais. problème. Vous Alors, voyez, ouais. la poignée, Alors elle qu'en va Suède, c'est s'ouvrir pas tout à fait le magnifique. cas. Alors que vous avez quand même tout un Ouais, tas ouais. de pays un peu autour, malgré le réchauffement climatique. Et je pense qu'il faut absolument que ça se réchauffe le plus possible pour vendre Pour des Elon Tesla. Musk. Voilà. Et ben, il y a quand même des vrais problèmes. Il devrait vis-à-vis de d'ailleurs ça. relancer des véhicules thermiques. Ça accélérerait le réchauffement climatique, Certainement. finalement. Mais est-ce que ça veut dire aussi que les constructeurs qui ont fait le pari de l'hybride beaucoup plus tôt, en disant
l'électrique, c'est peut-être très bien, mais il y a tout Ouais. un tas de problèmes à résoudre. Et le plus gros problème étant quand même en effet l'autonomie, c'est-à-dire que Tesla se bat encore. Moi, j'avais entendu 700 km. Peut-être que les tests réels montrent qu'elle fait que 500 km. Mais enfin, si vous ne savez pas comment fonctionne une Tesla, c'est quand même assez génial puisque vous lui dites où vous voulez aller et elle vous trace l'itinéraire, la vitesse, enfin ce que vous devez faire et toutes ces choses-là. Hein. Donc, il n'y a vraiment plus qu'à conduire selon l'itinéraire. Et elle vous amène, si vous avez besoin, au superchargeur, enfin, ou en tout cas aux zones de chargement de la voiture. Et elle vous calcule tout ça. Ah oui. Donc quand même, normalement, à moins que vous partiez, je ne sais pas, dans les Dolomites italiennes où il y a assez peu de chargeurs, par exemple, si vous voulez aller faire du ski, on va dire, et ben, malgré tout, quand même, c'est super bien foutu. Normalement, elle doit vous emmener à l'endroit où vous avez à destination. Ça devrait être le cas. Mais, En roulant tout doux, on est à 400 km. Voilà, cherchez l'info. C'est ce que disent c'était les beaucoup moins que journalistes. ce qui avait été annoncé. Ouais. voilà. Ouais, c'est beaucoup moins que ce qui avait été annoncé. Et encore, ça ne doit pas être l'hiver. Donc, donc, on se retrouve vraiment dans un problème qu'on n'avait pas avec le thermique. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, en effet, le mariage, c'est-à-dire la radicalité d'Elon Musk, dont on va reparler sur d'autres projets, qui est certainement sa marque de fabrique. En effet, SpaceX, par exemple, c'est radical. Mais est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que économiquement, c'est plus intéressant qu'un lanceur type Ariane, par exemple, qui est ultra bien maîtrisé techniquement, dont les coûts, depuis 20 ans, les coûts sont en effet très amortis ou très bas, comme tu dis, à cause de l'historique même du lanceur sur Ariane 5 ou des choses comme ça. Est-ce que c'est plus intéressant qu'une fusée qui décolle, qui réatterrit et qui de toute manière ne peut pas être genre... On n'est pas dans l'Airbus, c'est-à-dire qu'on n'est pas la fusée, elle arrive, on fait le plein et elle repart. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'elle arrive, il faut quasiment la démonter, l'inspecter, voir si tout va bien, la remonter, faire le plein, la recycler. Ouais. Donc, est-ce que ça a vraiment un sens il promet une révolution économique pour lancer des satellites. Ça, c'est pas encore prouvé. Voilà, mais enfin, lui, il le dit. Et on peut Donc, c'est la radicalité d'Elon Musk. C'est-à-dire que sur Tesla, c'est la même chose. Et puis, on va en parler sur Hyperloop. Alors, voilà, Hyperloop, deuxième sujet. Parce que, voilà, dans l'esprit, on va dire, frétillant d'Elon Musk, il y a plein de trucs bizarres. Il y a notamment ce nouveau système de transport révolutionnaire. En fait, dans un tube à air comprimé, à air décomprimé. À air décomprimé, voilà, décomprimé, on envoie en fait une espèce de suppositoire. Oui, de capsule dans laquelle il y a des passagers, voilà. Et cette capsule peut aller à des vitesses incroyables. 800 km/h. Voilà, 800 km/h. C'est ce qui était annoncé. Voilà, donc imaginez, ça pourrait révolutionner les transports. Hein. Un Paris-Marseille à 800 km/h, alors qu'aujourd'hui on est péniblement à 300 et pas tout le temps. Voilà, on pourrait diviser par pratiquement 3 le temps de trajet. On aurait Marseille-Paris en 1h30. Allez, 1h30, donc c'est quand même assez intéressant. Jusque-là, et c'est rigolo parce que tu vas peut-être me corriger, mais Elon Musk a eu l'idée d'Hyperloop, mais il a dit je m'en occupe pas. Je balance l'idée, les brevets, etc. Et après, ce sont des sociétés tierces qui vont développer le système, non ? C'est un peu bizarre, je crois. Il s'est pas autant investi que sur Tesla, sur SpaceX, etc. C'est vrai qu'il a repris l'idée, enfin, il a repris des travaux préliminaires qui existent depuis assez longtemps sur l'évolution du train. Alors, l'évolution du train, il y a eu en effet les aérotrains, il y a eu des essais assez comiques dans les années 60-70, puis il y a eu les trains à sustentation, enfin toutes ces choses-là. Au Japon notamment. Au Japon, il y en a un qui marche très bien, Tangaisen, c'est ça ? C'est comme ça que ça se dit ? Je sais plus comment ça s'appelle. Je suis pas très bon en japonais. Non, mais je me rappelle plus la prononciation non plus. Bon, bref. Qui rejoint l'aéroport au centre-ville qui fait Kyoto, Tokyo. Voilà, c'est toujours... bon, bref. Et puis, il y a eu un essai en Suisse également d'un type qui ressemble vraiment beaucoup plus à Hyperloop, c'est-à-dire avec un tunnel, avec de la décompression d'air, donc à 1/10 à peu près de la pression atmosphérique normale. Et puis, vous envoyez un train ou une capsule, ou on peut l'appeler comme on veut, une espèce d'obus dans lequel on met des gens. Ça ressemble d'ailleurs au principe des pneumatiques, vous savez, les trucs qui, dans les entreprises, dans les années 60-70, faisaient passer des documents. ou les caisses, voilà. Dans les hypermarchés, ils ont ça. Ils ont ça, ploum, ça partait comme ça par décompression. Et c'est exactement la même chose. Enfin, sauf qu'il y a un moteur dans l'Hyperloop. Au bout, il y a des gens dans ce truc-là, en théorie. Mais là, on mettrait donc des gens à l'intérieur. Alors donc, tout ça paraissait... Je ne veux pas être le premier passager. Hein, alors, la grande promesse d'Hyperloop, c'est pas simplement de remplacer les transports en type SNCF, enfin train ou avion. C'est pas simplement ça. L'idée d'Hyperloop, ça va beaucoup plus loin. L'idée d'Hyperloop, c'est de dire ce qu'on fait aujourd'hui avec, par exemple, un métro au niveau d'une ville, nous, on veut le faire au niveau d'un pays. Ça, la grande force du projet Hyperloop. Créer un réseau d'Hyperloop. C'est-à-dire créer un réseau d'Hyperloop à un niveau d'un pays.
C'est-à-dire que On aura un métro national. voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez le métro, vous ne vous souciez pas de l'heure du métro. C'est la grande révolution du métro par rapport au train, c'est que vous ne vous souciez pas de l'heure. Vous descendez dans le métro, vous, Oui, arrivez, vous attendez on a- au quai, vous savez que vous allez attendre maximum, jour normal, hein, pas le week-end, vous allez attendre maximum 3 minutes, Mmh. on va dire. Et 3 ça sera la minutes, même chose quelqu'un pour arrive. l'Hyperloop. Et l'Hyperloop, ça sera exactement pareil, mais au niveau d'un pays. C'est-à-dire, imaginez vous dire, je pars de Paris, je dois aller à Marseille. Donc Paris-Marseille à 800 km/h, ça va prendre en effet pas très longtemps. Hein, on est d'accord, ça prend un peu moins d'une heure environ. Enfin, si on compte la période d'accélération, Ouais, décélération, on va dire ça une heure doit et être demie. une heure. Ouais. Bon, voilà. Bref. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'arrive dans Hyperloop, je passe mon ticket, voilà, tout ça, voilà. Mmh. Et puis j'arrive là et il y a une capsule qui m'attend. Parce qu'il y en a une qui part tous les 3 minutes. En tout Ouais, cas, c'est ça c'est qui est la dingue. promesse d'Hyperloop. Et donc, je prends ma capsule, piou, je pars, et j'arrive 1h30 après à Marseille. Donc, c'est très bien, je pars à 10h, j'arrive à 11h30, j'ai mon rendez-vous, je peux manger sur la Canebière. Oui, ça révolutionne en fait. Et hop, je repars. Et donc, oui, le transport. on révolutionne là, le transport qui est celui du transport urbain pour être un transport au niveau d'un pays, Mmh. mais avec les contingences de ce qu'on trouve aujourd'hui dans l'urbain. Donc, ça veut dire que tout est dimensionné d'une manière évidemment considérable. Imaginez ça pour les États-Unis, c'est quand même incroyable. Vous envoyez des gens qui vont traverser les États-Unis toutes les 3 minutes. Ouais. Alors, c'est des capsules de 25 à 50, 70 personnes maximum. Donc, ce sont des petits transports, mais il y en a toutes les 3 minutes. Mmh. Donc, c'est infernal. Enfin, c'est infernal. Dans le projet, dans l'imagination, dans l'ambition, c'est quelque chose qui, en effet, à nouveau, on est dans le délirant, dans le Qui radical. révolutionne l'humanité finalement, parce que Tout à le fait, fait de qui se dire que révolutionne même la façon dont les gens vont concevoir la mobilité Bien sûr, bien sur sûr. la Terre, Tout à tout fait. simplement. Alors bon, ça c'est sur le Tout papier. ça, c'est magnifique. C'est Et sur puis, le papier. Donc là, et on commence à avoir des entreprises, même en France, qui s'intéressent. bien Je sûr, crois que même la SNCF, ça a pris un tout peu le monde des a billes. regardé. Tout le monde regarde ce truc-là. Parce qu'en plus, il y a aussi la fascination Elon Musk. Hein. Elon Musk fascine. Et tous les grands patrons d'industrie, toutes les grandes sociétés sont fascinées par Elon Musk. Donc forcément, ils suivent tout ça, ils s'en inspirent. Mais alors, il y a eu un truc récemment. Parce que c'est aussi une énorme vache à lait. C'est-à-dire que Oui. le monsieur, et on ne le dit pas suffisamment, mais par exemple sur SpaceX ou des choses comme ça, c'est pas qu'une société privée. C'est une société privée qui obtient énormément de financement, notamment public. La NASA a été associée à SpaceX. Donc en effet, la SNCF regarde Hyperloop et d'autres vont regarder Bien sûr. également. Oui. Donc c'est la grande force de Elon, c'est que c'est une espèce de comète comme ça. Mhm. Et donc, il y a la traînée de la comète et tout le monde s'accroche Bien à la sûr, traînée s'accroche, parce c'est qu'il ça. y a énormément de financements qui se font. Parce que Hyperloop, c'est délirant. Alors, Hyperloop, sur le papier, ça a l'air génial. Génial. Sauf qu'il y a un ingénieur, et pas n'importe qui, visiblement, hein, un gars qui s'y connaît un peu dans le domaine, qui a dit Hyperloop, c'est du bluff, ça peut pas marcher. Il dit que c'est une arnaque. Carrément. Il dit carrément que c'est une arnaque. Alors, on vous invite à découvrir son papier parce que c'est très intéressant. Donc, le monsieur est en effet à un haut niveau à l'époque de la conception même du TGV. C'est une personne qui a visiblement participé au fameux record du monde de vitesse du TGV, où il dit d'ailleurs que c'est un record du monde qui a été fait en conditions normales du TGV, comme s'il y avait eu des gens pour le transport. Donc, lui, il se base sur le fait que si on pousse un peu le TGV, c'est 500 km/h. Donc, il n'est plus très très loin des 800 km/h des Oui, 500 Hyperloops. km/h, c'est. Et donc, lui, son point de vue est c'est assez plus de simple. 60% de plus que le Voilà, TGV donc à ce d'aujourd'hui. moment-là, est-ce que ça vaut la peine de prendre un risque de mettre en place un système totalement différent, aussi onéreux que Hyperloop, pour gagner finalement sur des trajets 30% de temps? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Lui, il fait donc toute une démonstration dans laquelle il explique... Et pourquoi ça marche pas alors? Pourquoi il dit que ça marche pas? Alors, pour plein de raisons. Alors, la première, c'est que... Alors, lui, il dit pas que ça marche pas, que c'est pas impossible. Il dit juste que la marche à franchir... Mais là, on retrouve à nouveau le paradigme Elon Musk, celui de SpaceX, celui de Tesla. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est vraiment la vision du futur telle qu'on peut imaginer qu'elle se réalisera à partir du moment où cette vision va se heurter à toutes les contraintes économiques? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était une comète et que tout le monde essaie de se raccrocher. Mais s'il n'y a pas assez de monde pour se raccrocher, Hyperloop, ça restera comme un peu tous les projets de trains du futur, Oui, bien sûr. notamment l'aérotrain des années 80. On aura une expérimentation dans On aura un une désert quelque part. quelque part avec des tubes, et puis prendra les la gens diront, poussière. regardez, ça a marché, Ouais. mais vous comprenez, on ne peut pas le faire sur une telle distance. Toute la question que pose le monsieur, elle est là, et il a énormément d'arguments. Alors le premier argument, c'est que lui explique assez clairement que donc, le projet Hyperloop,
C'est un projet dans lequel on met un tube avec 10%, enfin un dixième de la pression atmosphérique normale pour réduire les frottements de l'air. Et le point essentiel de Hyperloop, c'est de dire s'il y a des frottements de l'air, vous êtes limité dans la vitesse. Donc qu'est-ce qu'on fait? On emballe le truc dans un tunnel et puis on dépressurise à l'intérieur. Et lui, il dit cette façon de faire, déjà là, c'est une arnaque intellectuelle parce que pour lui, ça correspond, les frottements à 800 km/h, ça correspond à ce que le TGV subit à 400 km/h, par exemple. Parce que vous êtes dans un tunnel, donc il y a un effet de compression, tout ça, c'est difficile de laisser passer l'air. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus, c'est un peu compliqué. Donc, on se retrouve finalement avec des contraintes de frottement qui sont pas très très éloignées d'un TGV à grande vitesse. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser autant d'argent pour faire Hyperloop? Et puis on peut pas tourner. Et oui, c'est l'autre côté un peu. Alors là, d'ailleurs, il y a eu une réponse depuis dernièrement par un des prestataires d'ailleurs qui travaille sur Hyperloop et qui dit oui, c'est vrai que sur les virages, on est un peu embêté, mais vous inquiétez pas, on fera en sorte que personne s'écrase sur les vitres. Ah bah oui, ça heureusement, vous savez. Si on a l'ambition de devenir le transport du futur, vaut mieux que ce soit safe quand même, parce qu'autrement. Donc si ça tourne un peu vite, vous savez, dans un train, ça tourne un peu vite, voilà, comme ça, tout le monde est un peu. C'est pour ça qu'il y a des courbes qui sont toujours très douces, hein, même le TGV a des contraintes. C'est des courbes très très douces, puisqu'on pourrait retrouver exactement la même chose. D'abord parce qu'il se foutrait par terre. Ouais, mais Hyperloop, vu qu'il est dans un tunnel, il peut très bien tourner très violemment. C'est pas très compliqué, il est tenu par son tunnel. Mais là, à ce moment-là, il n'y a plus que du hachis parmentier à l'intérieur. Enfin, c'est aussi simple que ça. Vous vous faites découper par votre tablette. Enfin, c'est. Quelle horreur. Voilà, vous prenez tellement de G. Non, je plaisante, mais c'est prendre autant de G qu'un pilote dans un Mirage, quoi. Enfin, ça peut être violent. Bon, bref, il s'agit évidemment pas de tourner si court que ça, et donc ils le font. Mais l'autre problème, par exemple, c'est les contraintes de décélération. Donc, que pose ce type de. Déjà, un TGV pour freiner, ça met du temps. Hyperloop, ça mettrait encore beaucoup plus de temps. Et puis, vous savez, c'est pas. Plus vous allez vite, plus vous avez du temps. Enfin, vous connaissez ça, c'est ça avec les voitures, entre 80 et 90 km/h. C'est pas du tout la même, c'est pas proportionnel. C'est-à-dire que si on arrive à Marseille, il faut freiner peut-être à Avignon, quoi. C'est ça? Ah ouais, Il largement. faut commencer à freiner à Avignon. Ouais, largement. Voilà. Ce qui veut dire quand même que vous avez accéléré et que vous êtes peut-être à votre vitesse maximum à Mâcon. Voilà. Vous voyez, hein, donc en fait, on va perdre en efficacité parce que si on commence à freiner à Avignon, bah forcément, on sera plus à 800 km sur tout le trajet. Alors donc ça veut dire qu'on va dépenser énormément d'argent pour un système qui a peut-être du sens uniquement que pour les États-Unis. Là encore, on retombe comme pour Tesla et sa voiture californienne qui n'aime pas trop l'hiver. On va un peu se retrouver sur la même chose avec Hyperloop. Hyperloop, c'est super bien pour aller de Los Angeles à New York. Parce qu'on a un déjeuner à New York. Moi aussi, je suis vachement content d'aller à New York au déjeuner en Hyperloop. Mais est-ce que ça a vraiment du sens entre Paris et Marseille? Peut-être pas. Entre Paris et Madrid, peut-être que ça a du sens. Peut-être qu'on peut voir ça au niveau du continent européen. Au niveau européen, oui, ça a du sens. Ça a du sens. Mais encore une fois, donc je vous invite à aller voir l'article de ce monsieur. Il a plein d'arguments pour expliquer que finalement, on n'est peut-être pas devant l'idée géniale qu'on nous vend aujourd'hui. Alors même on vient de vous expliquer que c'était une idée géniale, si vraiment ça se réalisait. Mais la téléportation aussi, c'est une idée géniale. Ouais. Et on n'est pas très loin avec l'intrication quantique de faire de la téléportation. Simplement que c'est juste sur des particules. Voilà. Là encore, je ne veux pas être le premier à tester. Hein. Non, moi Manuel, non plus. Tu veux avec la mouche, tu veux y aller avec la mouche. Voilà, Elon Musk, donc personnage passionnant, on pourrait en parler pendant des heures, mais là, voilà, on avait deux petits exemples qui nous ont donné envie de revenir sur ce personnage. Merci beaucoup Emmanuel. Je vous en prie. Emmanuel Torrigano, donc, électronlibre.info. Et ce de quoi je me mêle se poursuit avec là, du concret, hein, la sélection high-tech de Noël de Pascal Petitpas qui fait son retour dans De quoi je me mêle. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.